Je laisse la parole à Roxana. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup à Madame Berthe Merveilleux Adeline. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Nous, on est la MIPROF, donc la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte et contre la lutte et pour la lutte contre la traite des êtres humains. Excusez-moi, c'est un peu long. Personnellement, je suis Roxana Maracineanu. J'ai pris la tête de cette mission il y a 2 ans et demi. C'est ça. Alors, s'il vous plaît, à tous ceux qui nous entendent et toutes celles qui nous entendent, si c'est possible de désactiver vos micros. Voilà, comme ça, on peut parler nous aussi en silence. Et je suis accompagnée par Romain Feuille, qui est notre chef de mission sur la partie traite des êtres humains. Alors, on est avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui est très important pour nous et pour le plan national de lutte contre la traite. C'est comment vous associer, vous aider, vous soutenir dans le repérage précoce des victimes de traite des êtres humains, si vous avez à en rencontrer dans vos différentes structures. Et pour aussi promouvoir vos structures auprès des associations qui accompagnent ces personnes victimes pour que justement vous puissiez en rencontrer et en croiser dans vos structures. Alors la MIPROF, nous avons 3 missions principales. On arrive. On arrive à faire passer. Voilà. On va d'abord vous diffuser un petit clip qui parle de la traite, comme ça vous verrez de quoi il est question. Donc, ça vous a permis de voir en une petite minute ce qu'est la traite, mais on le détaillera un petit peu après. Nous avons fait ce clip juste avant les Jeux Olympiques qui ont eu lieu en France pour sensibiliser aussi dans les gares, dans les aéroports et en grand public les personnes qui sont venues en France de l'étranger pour leur expliquer aussi que ces grands événements sportifs, comme d'autres événements culturels, peuvent être aussi le moment et le lieu où l'exploitation des êtres humains a malheureusement cours. La MIPROF, on a été créé en 2013, il y a maintenant 12 ans. Nous sommes 8 agents, agentes principalement, et Romain est le seul homme avec nous, avec 2 magistrates, 2 personnes du ministère de l'Intérieur, et sinon nous sommes sur des postes des ministères sociaux. Nous accueillons aussi une doctorante spécifiquement sur la traite par le travail, et toutes nos actions sont discutées et validées par un comité d'orientation qui comprend aussi bien des collectivités territoriales, l'État, mais aussi des institutions indépendantes qui sont là aussi, comme la Commission nationale consultative des droits de l'homme, pour évaluer la politique publique de la France dans cette lutte contre la traite. Nous pilotons l'Observatoire national des violences faites aux femmes et nous animons des observatoires territoriaux en lien avec cette thématique. C'est nous qui publions les chiffres officiels à l'approche du 25 novembre, qui viennent des services statistiques, mais aussi des associations et des plateformes d'écoute sur les violences. Nous diffusons une culture commune partagée. Nous sommes garants un peu de cette culture commune partagée, de ces mêmes lunettes qu'on peut tous chausser pour regarder le phénomène des violences sur tout le territoire national et d'outre-mer. Grâce à des outils de formation que nous créons nous-mêmes, que nous travaillons en équipe, en groupe avec différents ministères et des experts et que nous allons jusqu'à diffuser dans des sessions de formation que nous organisons avec une ingénierie de formation qu'on veut partenariale.
Et même si ce sujet des violences faites aux femmes et aux enfants, maintenant, j'imagine qu'il vous intéresse beaucoup. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de notre troisième rôle, troisième mission, qui est la coordination nationale de l'action publique sur la lutte contre toutes les formes d'exploitation et de traite, puisque la MIPROF est point focal pour les instances internationales, la communauté européenne, sur ce sujet. Alors, effectivement, la communauté européenne nous a désignés dans ce rôle et la CNCDH comme évaluateur national parce que le sujet de la traite s'appuie sur des protocoles internationaux, le protocole de Palerme qui parle de la criminalité organisée, des droits de l'enfant également, est écrit par l'ONU. Il y a une convention aussi au Conseil de l'Europe avec une approche centrée sur les victimes et c'est la même approche que nous, à la MIPROF, on entretient sur ce phénomène de traite et nous y faisons rentrer du mieux possible aussi le ministère de l'Intérieur qui effectivement a aussi une autre vision, une vision complémentaire de cette thématique et non moins importante qui est de lutter contre les réseaux et d'arriver à confondre les agresseurs et les exploiteurs de ces personnes victimes. La Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit le travail forcé ou obligatoire, la servitude et la mise en esclavage, est aussi un document qui nous guide, et plus spécifiquement la directive européenne qui vient d'être révisée. Et il faut garder en tête qu'il va y avoir des modifications législatives dans les 2 ans qui viennent sur le sujet de la traite, et que toutes les choses qu'on va pouvoir engranger avec les acteurs de terrain, dont vous aussi, vont pouvoir peut-être figurer dans ces modifications législatives ou réglementaires. Alors, qu'est-ce qui est spécifiquement la traite? Pour arriver à définir la traite, il y a un article du Code pénal qui est le 225-4-1, ce que les officiers de sécurité intérieure, hein, police, gendarmerie, mais aussi les personnes du champ médical vont pouvoir constater, c'est tout ce qui est en bas sur la dernière ligne la plus fournie, c'est rencontrer des personnes, soit qui leur disent, soit qui ont déjà dit à des associations qui les accompagnent, parce que souvent ces personnes, en fait, vous allez voir, elles vont avoir du mal à prendre conscience qu'elles sont victimes. Et donc c'est pour cela que l'accompagnement des associations est essentiel à leur égard. Et souvent, quand elles se présentent auprès d'un professionnel de santé ou en gendarmerie ou à la police, elles sont souvent accompagnées par cet écosystème associatif. Et qu'est-ce qu'elles vont vous raconter? Elles vont vous raconter qu'elles sont victimes soit d'exploitation sexuelle, soit qu'elles ont été forcées à mendier ou à commettre des délits ou des crimes, soit qu'elles ont été réduites en esclavage, en servitude. Elles ont fait du travail forcé, la plupart du temps dans des secteurs d'activité en tension, le bâtiment, l'agriculture, le tourisme. Et la plupart du temps, elles ont toutes été hébergées ou placées, ou voilà, on leur a proposé des conditions d'hébergement de misère et complètement indignes. Donc ça, c'est ce qu'on peut constater sur les victimes. Ça, c'est ce qu'il y a dans le code pénal qui est défini comme un but, donc le but d'exploiter la personne. Évidemment, il y a un moyen qui les a finalement contraints à cette situation. Ça peut être l'abus d'autorité, l'abus de vulnérabilité, la violence, la contrainte, une rémunération, mais il n'y a pas besoin qu'elle soit effective pour qu'elle puisse faire partie de la qualification de cette infraction. Et ça peut être aussi simplement une promesse de rémunération qui ne leur est jamais arrivée, ou une manœuvre dolosive. Donc ça, c'est le moyen. Il faut savoir que pour les mineurs, pour les enfants, ce moyen n'a pas besoin d'exister. Il n'y a pas besoin de le démontrer quand il s'agit d'un enfant de moins de 18 ans qui est contraint, enfin qui est exploité dans les différentes manières d'exploitation citées plus bas. Et puis, dans cet article du Code pénal, il y a nécessité pour requérir cette qualification qu'il y ait eu un acte, soit de recrutement, soit de transport, soit de transfert, d'hébergement ou d'accueil ici en France sur notre territoire. Et donc, vous voyez que même si l'article du Code pénal, que je ne vais pas vous lire là, paraît complexe, finalement, dès qu'on arrive à prouver qu'il y a eu un acte au départ, un moyen de coercition et ce but d'exploitation, eh bien, on est dans un cas de traite. Alors, quelles sont
les différentes typologies de traite qu'on peut rencontrer. Donc, il y a l'exploitation sexuelle, des personnes soumises à du proxénétisme, l'exploitation de la prostitution d'autrui sont des formes de traite qui ciblent, comme les violences, surtout les femmes et de plus en plus les enfants, parfois très jeunes. Il y a dans l'actualité euh, beaucoup de cas qui sortent aujourd'hui de plus en plus. Là, aujourd'hui, un réseau a été démantelé dans la Drôme et on est à la poursuite des exploiteurs qui avaient exploité une quinzaine de jeunes femmes, de jeunes filles, la plus jeune ayant 12 ans. L'exploitation par le travail, je l'ai dit tout à l'heure, ça se passe beaucoup dans les secteurs en tension. Ça inclut les services forcés, la servitude, mais aussi l'esclavage domestique. Faire venir quelqu'un de l'étranger, le tenir enfermé à la maison, lui faire des promesses en lien avec un certain statut, des titres de séjour qui n'arrivent jamais. Et puis, en attendant, on exploite la personne, on lui interdit de sortir de la maison. Et pourquoi c'est important? Parce que ce type de traite, eh bien, le seul moment où l'exploiteur va devoir faire sortir la personne de la maison, c'est quand elle a eu un accident domestique, c'est quand elle a une maladie. Et à ce moment-là, bah, c'est vers les professions de santé que ces personnes vont se tourner. Et c'est pour ça que c'est important de sensibiliser à ce sujet les professionnels de santé. L'exploitation d'activités criminelles ou délictuelles concerne beaucoup les mineurs. Et comme le dira Madame Perret, Madame la docteure, bonjour d'ailleurs, je ne vous ai pas salué, excusez-moi, eh bien ça concerne les mineurs et il y a une soumission chimique à la clé. Soit on leur donne des médicaments pour les contraindre et leur donner leur dose à la fin de la journée, soit carrément c'est de la drogue et il y a une dépendance très forte pour les contraindre, les mettre sous emprise, mais aussi pour traiter le sujet des violences qu'elles subissent en dormant en fait encore plus leur conscience et leur autonomie. Donc on les rend dépendantes pour aussi supporter la douleur et les traumatismes liés à l'exploitation. Et enfin, la mendicité forcée qui malheureusement n'est pas trop regardée comme une exploitation, parce qu'on dit que ça appartient à un certain type de communauté, c'est certaines personnes qu'on met à mendier dans la rue, et puis ça paraît finalement normal, alors qu'on a véritablement des cas d'exploitation et de traite, y compris à l'intérieur des familles qui exploitent leurs propres enfants ou les propres personnes les plus vulnérables, notamment en situation de handicap dans leur famille. Vous voyez aussi dans l'encadré du bas qu'il y a 3 nouvelles finalités de la traite des êtres humains qui vont intégrer la loi grâce à l'adoption des amendements dans la directive européenne, l'exploitation de la gestation pour autrui, le mariage forcé et l'adoption illégale. Euh, Quelles sanctions pour la traite des êtres humains? Quelles sont les peines et les circonstances aggravantes? C'est un délit qui est puni de 7 ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende. Ça peut aller jusqu'à 10 ans et 1,5 million d'amende s'il y a de la traite contre un mineur, s'il y a de l'exploitation d'un mineur ou de plusieurs victimes et si on use de violences graves. Ça devient un crime puni de 15 ans d'emprisonnement si la victime est mineure avec une circonstance aggravante. Évidemment, nous, tout notre enjeu, c'est aussi de travailler avec la justice, les parquets, pour mieux expliquer cette qualification, pour qu'elle puisse être plus requise, parce qu'elle est cumulable avec du proxénétisme, par exemple, mais il y a beaucoup de tribunaux et de parquets qui ne la connaissent pas bien, qui pensent que c'est que de la criminalité organisée transnationale, alors qu'en fait, vous verrez avec les chiffres que Romain vous donnera, la moitié des victimes sont françaises, la moitié des exploiteurs sont français. Il faut savoir aussi qu'il y a, lorsque la victime, on l'aide à porter plainte et qu'elle est considérée comme telle, comme victime de traite, et donc là, vous aurez aussi un grand rôle à jouer, ou alors quand il y a un témoin d'une situation de traite sans même que cette personne ait porté plainte pour traite, si elles sont originaires d'un pays où il y a besoin pour rester en France et trouver un travail et trouver une protection, d'avoir une carte de séjour, eh bien, ça donne droit, quand on a déposé plainte, quand on a été en état de déposer plainte, à une carte de séjour de 10 ans. Et donc, c'est un statut très protecteur pour les victimes. C'est pour ça qu'il est très important de les aider à en parler et à déposer plainte. Alors, au niveau du profil des victimes, là, je vais donc vous détailler à la fois des quelques données statistiques que nous, on a pu obtenir,
Et vous parlez par la suite de quelques indicateurs. Alors en France, il faut savoir qu'on a deux sources statistiques très précieuses. On a d'abord les statistiques que vous voyez à gauche, donc les victimes identifiées par la police et la gendarmerie. Ce sont des données administratives, elles sont collectées et diffusées par les deux services statistiques ministériels, donc le SSMSI et le SSER Justice. C'est le service statistique du ministère de la Justice et le service statistique du ministère de l'Intérieur. Ces deux services ont les chiffres police, gendarmerie et justice, donc ils sont extrêmement précieux. Et de son côté, la MIPROF conduit une enquête annuelle statistique auprès des associations qui accompagnent des victimes de traite des êtres humains, que ce soit des associations spécialisées sur la traite ou non, puisqu'on a aussi des associations spécialisées sur le droit d'asile et l'accompagnement des demandeuses d'asile. Donc, il y a tout un pan d'associations qui y répondent. On est entre 50 et 60 associations chaque année. Donc, au niveau de ces chiffres, sans rentrer forcément dans le détail de ces publications que vous pouvez retrouver sur Internet, il y a vraiment un delta qu'on remarque d'emblée, c'est donc le nombre de victimes repérées par les associations, donc on est à 7304 victimes repérées, et le nombre de victimes identifiées par les forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie, donc 2127 victimes. Ce delta, en fait, il s'explique puisqu'une victime repérée et une victime accompagnée ne va pas forcément déposer plainte. Je m'explique sur victime repérée et accompagnée. Une victime repérée, c'est une victime qui ne bénéficie pas nécessairement et malheureusement pas nécessairement d'un accompagnement par une association. C'est pour ça que nous, on prend souvent le chiffre de 4823 victimes accompagnées qui reçoivent un accompagnement pluridisciplinaire d'associations spécialisées. Sur ce chiffre de victimes accompagnées, on peut voir que beaucoup de ces victimes sont des femmes. La grande majorité des victimes sont des femmes. Il y a aussi des femmes, enfin des victimes qui sont mineures et beaucoup, quasiment la moitié des victimes qui étaient mineures au début d'exploitation. Donc, on parle de victimes qui vont être suivies par les associations sur de nombreux mois, la plupart du temps des années. Donc, ce sont du temps long, c'est pas du moyen terme ou du court terme, c'est vraiment un accompagnement sur le très long terme. Pourquoi cet accompagnement est important? Puisqu'on a des victimes qui, en fait, à la base, ne se reconnaissent pas comme victimes. C'est pour ça qu'on a 4823 victimes accompagnées et seulement 2127 victimes qui vont déposer plainte. Puisqu'en fait, une victime, quand elle commence son accompagnement, elle souffre de polytrauma, polyaddiction la plupart du temps. On a une victime sur 5 qui est en situation d'addiction et ça, la docteure Emmanuelle Perret pourra vous en parler, de même que la directrice de l'association Ruelle un peu plus tard dans cette présentation. On a des victimes qui vont pouvoir, à 66%, déposer plainte grâce à cet accompagnement. Et du coup, on passe de ce chiffre de 4823 victimes accompagnées à 2127 victimes identifiées par les forces de police et de gendarmerie. Le dépôt de plainte, c'est un peu alors, je dirais pas la fin du parcours pour une victime, malheureusement, parce qu'il y a des traumas à vaincre et une vie à se réapproprier après une exploitation. Mais au moins, avec ce dépôt de plainte, voilà, des victimes étrangères peuvent avoir, comme le disait la secrétaire générale, un titre de séjour. Et les victimes françaises peuvent commencer à se reconstruire en pouvant punir l'exploiteur. Des quelques chiffres pêle-mêle, on parlait de victimes françaises. Évidemment, quand on pense à la traite des êtres humains, on pense à de la criminalité internationale, transnationale, quelque chose qui n'est pas sur le territoire français ou qui arrive de manière très sporadique. C'est faux. 46% des victimes sont françaises et c'est en augmentation par rapport à 2023. Pour les victimes de proxénétisme et d'exploitation sexuelle, 65% des victimes sont françaises. Donc, on a vraiment cette idée que c'est un phénomène transnational. Sur les victimes qui sont des victimes de prostitution, on en a qui sont très jeunes régulièrement. Pour la mendicité forcée, même s'il n'y a pas beaucoup de cas de mendicité forcée, on a un âge médian de 10 ans. Ce sont des petites filles, ce sont des très jeunes mineurs qui sont victimes. Enfin, un mot sur les titres de séjour. Donc, la secrétaire générale en a parlé. Des gens peuvent récupérer un titre de séjour quand elles sont des victimes étrangères parce qu'elles déposent plainte, parce que la France les protège, doit les protéger. Au-delà de l'accès à la santé, de l'accès aux soins, une victime doit être protégée aussi par le titre de séjour. Donc, il y a 740 titres de séjour temporaires qui ont été octroyés par le ministère de l'Intérieur en 2024 et 42 cartes de résident, puis 5 récépissés délai de réflexion. Quelques indicateurs spécifiques, alors je vous dis quelques, la diapo est très dense, mais ces indicateurs, en fait, ils sont intéressants puisqu'en fait, à la lecture, ça va vous sembler un peu des lieux communs.
Mais nous, on appelle ça, et ces indicateurs, on les a construits avec des institutions, donc nos partenaires ministériels, mais aussi des partenaires de la société civile, l'association Ruelle que vous allez entendre plus loin, et d'autres associations qui accompagnent des victimes, qui sont des spécialistes, hein, des professionnels et surtout des actrices et des acteurs de terrain. Donc, ils sont comme vous en ce qu'on appelle en première ligne pour repérer et identifier ces victimes et ce qu'on appelle un faisceau d'indices. Ces indicateurs, même si ce sont des lieux communs, même si voilà, une personne peut sembler, peut correspondre à quelques encarts, quelques items à cette liste, en fait, un faisceau d'indices doit nous alerter sur une situation présumée d'exploitation ou de traite des êtres humains. C'est vraiment pas exhaustif, cette liste, évidemment, mais au niveau du comportement, quand on a une attitude, par exemple, d'évitement, on parle d'ultra-vigilance, de méfiance, on a plusieurs téléphones, les appels téléphoniques semblent surveillés, contrôlés, des jeunes mineurs se déplacent en bande avec d'autres personnes, donc des adultes ou enfants adolescents un peu moyennement identifiés par la personne. Si l'attitude est agressive, passive, résignée, ou s'il y a un comportement un peu qu'on appelle inadapté, un jeu de séduction, un langage décomplexé pour une jeune femme, une jeune fille, euh, ou un discours flou, absence de repères, refus de soins d'accompagnement, c'est très classique, avec un discours qui va être assez incohérent. Certaines personnes ont carrément une absence de scolarisation, pas de documents d'identité ou ne font pas de documents d'identité qui sont pas avec eux, retenus par une autre personne. Alors, évidemment, vous, en tant que professionnel de santé, de terrain, l'état de santé de type addiction, pour vous, c'est un lieu commun, évidemment, vous en voyez tellement, mais avec, on va dire, un agrégat, avec un aigrissement, une prise au repas brutale, une hygiène inhabituelle, des vêtements de rechange avec des armes de type spray au poivre, hein, des préservatifs. On a un faisceau d'indices qui commence à se créer, qui commence à se développer. Et c'est là, en fait, que vous pouvez intervenir, vous pouvez vraiment vous identifier. Et on le verra plus tard lorsqu'on parlera d'un- d'un- on va dire de l'orientation de ces victimes. Vous avez tout un pan de professionnels à qui vous pouvez orienter ces victimes, que ce soit des professionnels des institutions et surtout des professionnels d'associations spécialisées. Alors à mon tour, je vais vous parler de comment s'encadrerait en fait un lien beaucoup plus fort entre vous, la DGOS, nous. Il y a différents plans en fait, dont notre plan qu'on a écrit avec la société civile et 15 administrations. Il comporte 6 axes, 60 mesures, et c'est le plan national de lutte contre l'exploitation et la traite, qui s'adosse aussi et qui est conjoint avec un plan répressif mis en place par un office de la traite par l'exploitation sexuelle, l'OCRET, la stratégie de lutte contre le système prostitutionnel et l'exploitation sexuelle, ainsi que un autre plan que vous connaissez peut-être plus et mieux, ce sont les 10 actions de la prise en charge des vulnérabilités pour les demandeurs d'asile et des réfugiés. Euh, Nous, dans ce plan, il y a une mesure qui est de cartographier euh, les différentes unités de santé qui pourraient venir en soutien avec une priorisation donnée à ces victimes de traite quant à l'accès à la santé. Et c'est ça le travail de Romain qu'on fait avec la DGOS, de pouvoir cartographier sur le terrain, pas uniquement en Île-de-France, les structures auxquelles ces victimes pourraient avoir accès. Nous sommes aussi sur voilà, des actions bien concrètes. Je vous donne quelques exemples. On a noué des partenariats privilégiés pour faire de la formation pour les hébergeurs, ceux qui mettent leurs appartements sur des plateformes type Gîtes de France, Airbnb, avec des chaînes hôtelières également pour pouvoir former les personnes à repérer, ce qu'on fait avec vous aujourd'hui, repérer les personnes qui arriveraient à devanture de ces hôtels ou bien qui loueraient des appartements pour faire de l'exploitation sexuelle. Nous avons aussi travaillé avec le ministère du Logement pour pouvoir renforcer l'accès à du logement
pour des personnes victimes de traite, au même titre qu'il y a des places réservées pour des personnes victimes de violences. Nous faisons beaucoup de sensibilisation avec des journées de formation en lien avec l'École nationale de la magistrature. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on viendra dans vos territoires peut-être prochainement. Les prochaines sessions de journée complète auront lieu à Poitiers, Rennes et Lyon. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire du pluricatégoriel pour parler de ces sujets. Et donc, les professionnels de santé vont être aussi sollicités pour venir écouter du contenu, mais surtout se mettre en lien avec d'autres professionnels du territoire. Notre objectif étant de créer une chaîne de protection autour des victimes qui va de la prise en charge associative par des dispositifs de santé comme les vôtres, d'accompagnement psychologique et psychiatrique de ces victimes, et puis un accès au logement facilité, un accès au titre de séjour et à un statut. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que dans tout ce que vous a expliqué Romain, l'intérêt de détecter des victimes le plus tôt possible et de pouvoir faire en sorte qu'elles nous fassent confiance, à nous, institutions, c'est ce qui va faire pencher chez elles la balance entre je fais confiance à mes exploiteurs, parce que mine de rien, s'ils les exploitent, c'est quand même le seul lien parfois familial, affectif qu'ils ont sur le territoire. Et en fait, nous, il faut qu'on montre à ces victimes qu'on est là, qu'on est présent et qu'on peut faire quelque chose de beaucoup mieux pour elles, pour les sortir de cette situation d'exploitation. Et donc, c'est aussi un gage de confiance, une garantie qu'on leur propose en arrivant à créer cette chaîne entre institutions responsables et protectrices. Nous travaillons aussi en lien avec les délégués aux droits des femmes localement. Certains, peut-être d'entre vous, sont impliqués dans les commissions de parcours de sortie de prostitution instaurées par la loi de 2016 qui permettent à des femmes en situation de prostitution, qu'elles soient françaises ou étrangères, d'accéder à à une protection, à des systèmes de protection sanitaire, psychologique, et puis derrière à un statut, puisque ce parcours de sortie de prostitution permet aussi d'avoir des titres de séjour d'une durée de 24 mois, à partir du moment où le préfet choisit de faire entrer une femme dans ce parcours de sortie de prostitution. Et si la femme est étrangère, cela permet aussi d'avoir un statut et de pouvoir accéder à un travail, à une formation et également à tout un système d'accompagnement sanitaire. Alors, un petit mot sur le réseau partenarial qui est celui de la MIPROF, mais la secrétaire générale a déjà présenté. Nous, on a un plan national de lutte contre la traite des êtres humains, donc avec énormément de mesures au sein de ce plan, on en a une soixantaine. Et on a des partenaires ministériels, donc j'en cite quelques-uns à l'écran, donc comme évidemment la DGOS, la Direction Générale de l'Offre de Soins, puisque c'est grâce à eux aussi qu'on peut organiser ce webinaire aujourd'hui. On est également en lien avec la DGS sur l'accompagnement justement à l'hébergement pour ces victimes, puisque du coup, pour une victime, avoir accès aux soins, c'est extrêmement important dès lors qu'elle elle est prise en charge, et même si elle n'est pas prise en charge, si elle est uniquement repérée et pas encore formellement identifiée. Il y a aussi la question de l'hébergement, c'est pour ça qu'on est en lien avec la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès-au-logement, la DIAL. Et enfin, parce qu'il faut aussi qu'on mette dans ce cercle vertueux d'actrices et d'acteurs qui accompagnent et protègent les victimes. Il faut aussi punir les exploiteurs. Donc, on est en lien avec les offices centraux de police judiciaire. Donc, on en a un peu parlé donc, de l'OCRET, l'Office central de répression de la traite des êtres humains spécialisé sur l'exploitation sexuelle. Vous voyez aussi le logo juste en dessous de l'OCLTI. Donc, c'est l'Office central de lutte contre le travail illégal. On a évidemment un autre pan. On a le pan institutionnel, mais aussi le pan de la société, de partenaires de la société civile, puisque le plan national de lutte contre la traite, qui est conduit par la MIPROF, est dans un premier temps écrit également par la MIPROF, mais avec le soutien et l'expertise de pas moins de 30 associations pour le plan qu'on a déployé en décembre 2023. Donc les associations spécialisées, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ce sont des professionnels de terrain, ce sont des équipes pluridisciplinaires. Je sais que Cruel va vous en parler beaucoup plus spécifiquement. C'est un accompagnement qu'on appelle holistique à 360 degrés. Ça permet justement aux victimes de pouvoir faire un cheminement vers un dépôt de plainte.
Il y a du plaidoyer qui est fait en parallèle. Je ne vais pas m'attarder trop dessus parce que je sais que Ruel va vous faire une présentation beaucoup plus étayée. Mais voilà, à garder en tête que c'est important et c'est ce qu'on veut refaire sortir dans chacun de nos webinaires, de nos interventions, qu'en fait, il y a effectivement les institutions, il y a les forces de sécurité intérieure, mais il y a aussi les associations spécialisées. Il faut vraiment avoir cette culture du cercle vertueux de collaboration et en fait, c'est quelque chose qui est possible et c'est quelque chose que je vais pouvoir vous présenter sur un circuit de signalement, puisque en cas de suspicion d'une situation de TEH, on a des partenaires à qui s'en référer. Donc, ça, bien sûr, vous l'aurez après la présentation, ne vous en faites pas, vous aurez tous ces contacts. Donc, vous pouvez vous en référer à la direction départementale ou interdépartementale de la police nationale. Vous avez l'annuaire du SIAO, le service intégré d'accueil et d'orientation. Également pour les mineurs, les différents numéros, le 119, le signalement à la CRIP et la cellule de recueil des informations préoccupantes et les parquets territorialement compétents. Toute une liste d'actrices et d'acteurs de la société civile qui sont spécialisés sur la traite des êtres humains avec différents niveaux, donc que ce soit sur l'Île-de-France avec une compétence nationale ou plus spécifiquement sur le territoire, comme l'association Ruel qui travaille donc sur la métropole bordelaise, le trajectoire à Lyon et autour. Et vous avez aussi deux dispositifs, donc le dispositif Accès, qui est un dispositif d'hébergement sécurisant pour sortir une victime d'une situation géographique qui serait trop proche des exploiteurs, mais c'est uniquement pour les personnes majeures, les victimes majeures, et le foyer coup de chat pour la même chose, mais pour les victimes mineures. Je me permets juste de revenir sur l'antépénultième point, la mise à l'abri et l'éloignement géographique. Il se peut que dans vos structures, vous ayez des victimes amenées par les associations dont le lieu de résidence ou d'exploitation va pas correspondre à là où la personne vous a emmené. C'est parce qu'il faut comprendre que la traite et l'exploitation, quand il y a un début de prise en charge, nécessite un éloignement géographique du réseau. Et donc, c'est pour ça aussi que les associations vont, comme l'a dit Romain, faire bouger les victimes pour les placer dans des lieux d'hébergement. Et donc, autour, forcément, vos structures pourraient être sollicitées, même si l'exploitation n'a pas lieu exactement dans le même département ou si son adresse principale ne se situe pas là. Mais l'important aussi pour ces victimes, dans un premier temps, c'est de les éloigner du lieu d'exploitation pour en fait leur faire changer d'air, leur faire changer de lieu géographique et qu'elle n'ait pas peur qu'elle ne puisse pas retomber dans le réseau. Un petit mot sur le centre de ressources Intimagir, puisque c'est un centre de ressources qui a été mis en place dans le cadre du plan Grenelle et également qui est déployé via la stratégie de santé sexuelle 2017-2030. Alors, il y a une vocation que ces centres de ressources soient présents sur l'ensemble du territoire d'ici 2025, début 2026. Pour l'instant, il y a 15 régions qui en comptent, 13 en métropole et 2 en Outre-mer. Ces centres, vous pouvez retrouver la liste, les coordonnées de chaque centre sur une cartographie qui est très bien faite et qui est en ligne. C'est à destination des personnes en situation de handicap et c'est pour écouter, c'est de l'écoute, c'est de l'information et de l'orientation sur les violences sexuelles, la parentalité, la vie intime, la vie affective et sexuelle. Donc, à garder en tête. Pour terminer et passer la main à Madame Perret, je voulais juste, en conclusion, vous dire que ce qui pourrait être attendu de vous, si vous avez envie de collaborer avec nous, c'est de la lucidité, de la mobilisation par rapport à cette thématique, être lucide sur le fait que l'esclavage, l'exploitation, la traite des êtres humains, c'est pas quelque chose de l'ancien temps. C'est pas juste le commerce triangulaire d'il y a des centaines d'années. Ça existe aujourd'hui dans notre société, malheureusement. Et encore une fois, il n'y a pas que les victimes en vulnérabilité migratoire qui sont concernées. Elles le sont, mais il y a aussi des jeunes personnes françaises d'origine et qui sont exploitées aussi par des personnes françaises. Donc, il faut être mobilisé pour tous ces publics, sans exception, être en capacité de repérer ces signaux d'alerte qu'on vous a transmis et sur lesquels on est encore à même de vous répondre si vous avez encore des questions en lien avec une réalité de terrain que vous avez déjà peut-être connue et vécue. L'important, c'est aussi pour nous de vous faire changer de regard. On l'a fait hier avec des commissariats ici parisiens pour leur dire aussi qu'il faut changer de regard et enlever les stéréotypes, les biais cognitifs qu'on peut avoir
Bah voilà, quand j'ai pris cet exemple, quand on voit une jeune fille enceinte de la communauté rome arriver devant vous alors qu'elle a 13 ans, on va plutôt avoir tendance à se dire, bon, bah oui, c'est d'usage, c'est normal, c'est comme ça chez eux. Alors que si c'était une Française, bah, tout de suite, on serait alerté et on trouverait la situation pas normale. Donc, c'est vraiment ce changement de regard qu'on aime à promouvoir. On est là aussi pour vous donner des dispositifs et des processus de prise en charge plus clairs à travailler avec vous et la DGOS, voire les ARS. Ce qu'on a voulu vous dire, c'est qu'on est en lien, nous, vraiment en interministériel national, mais aussi en local, avec des structures auprès de qui on va faire de la sensibilisation sur ce sujet et avec lesquelles on peut travailler des notes, des règlements, des circulaires, enfin des choses que vous avez pour vous faciliter la vie, en fait. Voilà, pour nous aider dans tous ces signalements dont on a besoin. Sachez aussi que tous les outils judiciaires, sanitaires de l'État, on y a un œil attentif, donc pour intégrer aussi ces victimes dedans. On travaille avec les associations expertes qui sont disponibles aussi pour intervenir et prolonger la sensibilisation et voilà, la sensibilisation qu'on vous fait aujourd'hui par une vraie formation s'il y a besoin. Et puis, on travaille aussi sur l'aspect préventif pour pouvoir détecter on travaille auprès d'un large panel de professionnels pour pouvoir détecter et nous aider dans les alertes qui peuvent nous être faites encore plus pour rejoindre finalement et combler le gap du simple au double dont Romain vous a parlé avec les chiffres. On est là aussi pour comprendre quels sont vos besoins dans vos structures pour pouvoir accueillir efficacement ces publics victimes. Est-ce que vous avez besoin d'outils? Quels sont-ils? Des grilles d'évaluation, des espèces de trames d'audition, c'est ça qu'on dit avec les policiers et les gendarmes, mais chez vous, ça doit s'appeler autrement. Des fiches réflexes pour pouvoir, voilà, de l'affichage aussi peut-être dans vos structures pour que les personnes qui viennent accompagnées de leurs exploiteurs eh bien, elles puissent se dire, ah bah tiens, peut-être que si je raconte la vérité sur ma situation, la réalité sur ma situation, ici, je peux être entendue. Donc, ça peut être aussi des petits films qu'on passe sur un écran ou de l'affichage. Et puis, une cartographie des acteurs qui peuvent être autour de vous pour vous amener ces personnes victimes ou vers qui vous pouvez orienter ces personnes victimes. Notre besoin, c'est vraiment de tester avec vous l'idée d'un parcours spécifique. On l'appelle ici au sein de l'État d'un parcours coupe-fil pour les futures victimes qu'on aura à détecter grâce à vous sur le territoire. Nous, notre objectif, c'est que par les associations, ces victimes pré-identifiées, présumées victimes, elles remontent ici à la MIPROF et qu'on puisse leur délivrer une sorte de tampon, un tampon qui est préconisé par les instances internationales, puisque le deuxième axe de notre plan, le premier, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, sensibiliser et communiquer sur ces victimes, sur leur réalité. Et le deuxième, c'est de créer un mécanisme national d'identification, d'orientation et de protection des victimes, qui s'appelle le MNIOP, et que grâce à ce circuit, eh bien, on arrive euh, à détecter sur le territoire national et territorial, en province, les structures qui peuvent venir en soutien et en aide de ces personnes pour qu'on puisse les protéger. Et vous avez compris qu'une partie de cette protection va les aider à déposer plainte et à confondre le réseau d'exploiteurs, parce qu'en fait, il faut comprendre que les exploiteurs, ils jouent sur la vulnérabilité des victimes, mais aussi sur le fait que nous, on ne travaille pas main dans la main, tous ensemble, et qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce que les uns et les autres font, on n'est pas en lien resserré. Et bah, nous, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui avec vous, être plus en lien, mieux vous connaître, et puis que vous connaissiez mieux notre action pour pouvoir travailler ensemble et justement ne pas faire le jeu des agresseurs et des exploiteurs. Merci Madame la Secrétaire Générale. Docteur Perret, du coup, vous êtes la responsable de l'unité fonctionnelle d'addictologie au service de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Robert Debré. Je vous invite moi je vais arrêter le partage du PowerPoint, le partage d'écran. Du coup, je vous invite à vous connecter et à partager votre présentation. Et je reprendrai la main après celle-ci pour remettre le PowerPoint de Ruel. D'accord.
Alors, partager, partager. Alors, je vais y arriver, hein. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Qu'est-ce que je peux améliorer? Bon, L'écran n'est pas centré. oui, l'écran n'est pas centré. Alors, comment je peux faire? Peut-être comme ça. Non. Euh, Direction. Ouvrir la fenêtre. Alors, non. Alors, c'est Alors, pire. c'est peut-être que votre diapositive de titre, c'est peut-être pas grave. Oui, Peut-être que celle c'est d'après est pas bien. grave. C'est pas grave. Donc, d'où je parle. Euh, ça convient là, comme ça, tout le monde voit quand même. Oui, oui, on voit Euh, bien. voilà. On Donc n'a moi, pas le haut de la diapo, nous, on n'a que le bas. Non, mais oui, sur alors, sur les bon, suivants, c'est bon. c'est pas grave. Donc, en fait, les trois questions, c'est comprendre et savoir détecter les situations de polyaddiction, comment les orienter pour une prise en charge adaptée et quoi faire dans l'urgence. Voilà. Donc là, moi, je travaille à l'hôpital Robert Debré. Donc, vous savez que c'est un hôpital mère-enfant du nord-est parisien. Et on est adossé aux urgences, les plus grosses urgences pédiatriques d'Europe, je crois. Et on voit passer énormément de consommation chez des mineurs, ils ont moins de 18 ans. On sait qu'il y a un grand lien entre les violences et les addictions, que ce sont deux problèmes de santé publique et qui sont des problèmes de nature interdépendante et bidirectionnelle, hein. On sait que très souvent, on peut voir se développer et diagnostiquer un syndrome post-traumatique et que le syndrome post-traumatique multiplie par 4 le risque de développer un trouble addictif 3 à 5 ans après le traumatisme. Donc, ces liens, l'addiction, est-ce que c'est un facteur d'adaptation du cerveau pour réguler l'état psychique du sujet? Est-ce que c'est une tentative de solution artificielle et coûteuse pour éviter l'irruption des reviviscences du traumatisme, pour anesthésier les sentiments contradictoires éprouvés? Et parce qu'en fait, le sujet qui est victime de traumatisme, ses premières émotions, ça va être la culpabilité, la honte, et ils sont porteurs d'épisodes de dissociation. La prostitution et les conduites addictives, donc il y a un gros lien parce que de temps en temps, les conduites addictives sont antérieures aux conduites prostitutionnelles, à l'exploitation sexuelle, hein. On préfère utiliser le mot exploitation sexuelle que prostitution en réalité. Mais soit elles sont préexistantes, soit elles sont concomitantes et souvent elles se poursuivent dans le cadre de la soumission chimique ou de la vulnérabilité chimique pour supporter les violences. Donc, il y a un fort lien entre les deux choses et il y a une étude en 2021 qui a été faite par Lavaux-Legendre et qui montrait que 87%
des jeunes en situation d'exploitation sexuelle rapportés consommer des stupéfiants. Donc les conduites addictives, ce sont des comportements répétitifs et compulsifs, et avec une perte de contrôle. Là, le sujet est parfaitement conscient que c'est négatif pour lui, mais il est dans l'incapacité d'avoir ce contrôle. En plus, les produits ne sont pas indifférents au contrôle. Et dans les produits qui sont majoritairement consommés, on trouve le cannabis, mais l'alcool, très 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 légal. J'ai pas nommé ici, si il est nommé la nicotine. La nicotine, alors le tabac, mais la nicotine aujourd'hui est plus précise parce que les jeunes ont assez bien encodé les messages de prévention et ils utilisent les puffs qui contiennent énormément de nicotine. Le protoxyde d'azote, la cocaïne, le crack, et puis on est confronté aux nouveaux produits de synthèse, notamment le PTC, le pète ton crâne, Buddha Blue ou Spleen, qui sont des cannabinoïdes de synthèse, je vais y revenir dessus. La 3-MNC, qui est aussi un nouveau produit de synthèse. Et puis, bien sûr, détournement des médicaments, avec les benzodiazépines, les opiacés, le tramadol, certains antihistaminiques, des diurétiques, des antidépresseurs. Les effets recherchés sont une euphorie, une sédation, une perte de poids, une amnésie, une dissociation provoquée, une anxiolyse, une désinhibition, une soumission et docilité. Et puis, on est confronté à une population qui présente des troubles comorbides psychiatriques, notamment en ce qui concerne les mineurs, les femmes et les jeunes qui présentent des minorités de genre. Donc l'actualité de ce qu'on voit, les consommations, je vous l'ai dit, on sait que les messages sont passés et on a des chiffres qui montrent que l'usage de tabac, d'alcool et de cannabis, comme vous le voyez sur les graphiques, On sont ne voit pas les graphiques parce que en fait, vous êtes toujours à la page 2 pour nous. Ah merde. Ah là là. Alors comment je fais Pardon, alors moi je vois les graphiques. Ah, En fait, j'ai l'impression qu'il y a moyen les graphiques aussi. il y a moyen de bouger nous-mêmes les diapos. Ah, Moi, j'ai la possibilité, par exemple, de bouger moi-même les diapos. J'ai pu ah revenir bah alors allez-y. sur une diapo, Mettez-vous donc je pense qu'en fait, on peut nous-mêmes aussi les déplacer. Voilà, c'était juste Partagez votre écran. Alors là, partagez. Arrêtez le partage. Je comprends plus rien là. Je suis perdue. Alors, partager cette fenêtre. Non disponible. Là, vous voyez quelque chose? Non. Je vois plus de diapos. Là, on ne voit plus rien du tout. Ah. Alors. On va chercher ça. Mais là, vous voyez plus rien non plus. Bonjour, docteur Perret, c'est Romain Feuille de la MIPROF. Du coup, vous avez cliqué en haut à droite sur partager à côté du microphone. Ouais. Et là, vous avez mode présentateur et vous pouvez cliquer normalement sur écran. Alors, écran. Écran. Ouais. Et comme ça, depuis l'écran qu'on voit actuellement, vous allez dans votre barre des tâches tout en bas. Vous avez l'onglet
PPT PowerPoint en orange que vous pouvez voir normalement. Regardez votre barre des tâches tout en bas. Enfin, PowerPoint, c'est en orange. C'est Ouais. voilà, et vous cliquez là-dessus, donc, et Et vous là, sélectionnez donc la diapositive afférente et vous pouvez y aller. Je pense que c'est, nous on était à 7 sur 40 initialement. alors, là, vous voyez quelque chose? Normalement, oui. Oui, c'est parfait. Là, c'est parfait, D'accord. allez-y. Donc, j'en remonte. Là, j'ai passé. Voilà. Là, vous voyez les graphiques, Oui, tout à fait. normalement. D'accord. Oui. Voilà. Donc là, on voit bien que les messages ont été reçus par les jeunes, parce que contrairement à ce que plein de gens pensent, quand on parle à un jeune et qu'on envoie des messages cohérents, ils les prennent en compte. Par contre, on est confronté à la problématique de l'usage de la puff et avec un aspect, ben, tant pis, je vais le dire, criminel de l'industrie du tabac, parce que l'industrie du tabac, qui voit son chiffre d'affaires diminuer, n'est pas pour rien dans la diffusion de ces petites choses-là que vous voyez sur l'écran, qui sont des puffs vraiment destinées aux jeunes et qui contiennent pour certaines, énormément de nicotine. Donc ça entraîne une dépendance à la nicotine dans les produits les plus addictogènes. Le premier des produits addictogènes, bien sûr, ce sont les opiacés. La problématique autour de la cocaïne existe effectivement, mais la nicotine a un pouvoir addictogène très très puissant. Et donc, on est confronté à des jeunes qui deviennent dépendants de la nicotine. Bien que la Mildeca se soit quand même battue, et je vous laisserai le diaporama aussi, avec une interdiction de vente aux mineurs, mais les mineurs, ils achètent des puffs dans n'importe quel petit magasin qui vend aussi des body par ailleurs, et ça coûte vraiment pas cher, et en plus, ils peuvent les recharger. Là, c'est un petit peu l'évolution des prix des drogues illicites classiques. Donc, vous voyez que c'est pas si cher et que on est bien ennuyé de la baisse du prix des opiacés et de l'héroïne notamment. Et puis, on est confronté à euh, une, une, euh, une explosion des nouveaux produits de synthèse depuis 2008 où ils ont commencé à apparaître. Alors, mon diaporama, bien sûr, j'ai des chiffres un peu anciens, mais on sait que en 2018, par exemple, il y a 300 molécules de nouveaux produits de synthèse qui ont été diffusés en population générale, dont les cannabinoïdes de synthèse, qui sont très inquiétants, mais également les opioïdes, les benzodiazépines de synthèse, les catinones qui sont très facilement utilisées en milieu de chemsex. Et donc, on a nous-mêmes fabriqué des outils pour comprendre et savoir quoi faire. Et tout un chacun peut télécharger sur son smartphone de façon gratuite un outil qui a été fabriqué par Elsa France et l'AMI Prof. Elsa France, c'est les équipes de liaison et de soins en addicto, qui permet d'identifier un nouveau produit de synthèse. Alors, pour le télécharger, le site s'appelle NPS Psychoactif. Et vous pouvez aller sur le site de l'AMI Prof, vous le trouverez également. Alors, on voit arriver ces cannabinoïdes de synthèse nommés Splin, Bouddha Blue, PTC, qui sont
vendus sur Internet ou vendus dans des petits magasins qu'on arrive à identifier grâce à nos patients. Alors nous, c'est plutôt nord-est parisien, mais certains cassent les prix. C'est des petites fioles qui contiennent donc des cannabinoïdes de synthèse, qui miment les effets du cannabis, mais qui sont entre 20 et 200 fois plus puissants que le cannabis. On sait que certains magasins cassent les prix, certaines fioles sont vendues à 8 euros. Avec l'OFDT et le réseau Synthèse, on essaye d'analyser ces nouveaux produits de synthèse pour savoir ce que prennent les jeunes. Mais l'inquiétude, c'est qu'est-ce qui est plus facile que de tirer sur la puff d'un copain? Et il y a assez peu en réalité de messages de prévention ou alors des messages de prévention en région. Il y a l'ARS qui diffuse auprès des établissements scolaires, du rectorat, des messages de prévention auprès des jeunes. Mais on voit arriver des situations gravissimes avec des gamins qui sont hospitalisés en réanimation pour suite à une décompensation après consommation ou sevrage de PTC suite à des états de mal épileptiques. Donc c'est quand même très 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 choquant. Il y a eu des alertes. Et on a identifié des risques graves pour la santé, un type de troubles psychiatriques avec des épisodes délirants, des gamins qui arrivent avec des hallucinations, avec l'impression qu'ils ont des bêtes qui montent ou qu'ils ont un hémicorps qui ne fonctionne plus, des crises et des idées suicidaires, des attaques de panique, des troubles digestifs à type de nausées, vomissements, douleurs abdominales, des troubles cardiovasculaires, et on sait que pour les porteurs de pathologies cardiaques, c'est gravissime parce que ça entraîne tachycardie et hypertension artérielle, des problèmes rénaux, des addictions avec un sévère syndrome de sevrage, des malaises, des amnésies, des pertes de connaissance, voire des convulsions. Et donc, on a de plus en plus de signalement de situations de PTC qu'on fait remonter auprès des instances idoines, à savoir les CEIP, qui sont les centres d'addictovigilance, pour qu'on puisse travailler nationalement. Et on est très très inquiet parce que on ne connaît pas les produits qui sont dans ces fioles. Et on s'attend à voir aussi arriver des benzodiazépines de synthèse, et là, des situations beaucoup plus graves avec des décès. Donc les complications rapportées, je vous les ai précisées là dans ce petit diaporama, mais on a également ce qu'on appelle le syndrome d'hyperémèse cannabique, qui arrive à peu près 10 jours après l'arrêt de la consommation de spleen et qui qui sont hospitalisés en gastro-entéraux, parce que le tableau, c'est un gamin qui vomit, qui peut plus manger et qui peut pas dormir, et ça va durer une dizaine de jours. Donc il faut pouvoir les accompagner. Dans les autres produits, nouveaux produits de synthèse, on a la 3-MMC qui mime l'effet de la cocaïne, mais qui est évidemment beaucoup moins cher. Et on voit de plus en plus d'ados qui consomment de la 3-MMC comme elle était consommée initialement par le milieu du chemsex. Le chemsex, c'est donc c'est c'est une mouvance qui s'est mise en place en milieu homosexuel, avec des parties, avec en général, ça dure sur plusieurs jours, il y a plusieurs partenaires,
et ils utilisent énormément de produits psychoactifs dans ce type de partie. Et donc là, c'est pourvoyeur effectivement de tout ce qui est agression sexuelle. Et certaines femmes aujourd'hui sont victimes d'agressions sexuelles avec utilisation de produits utilisés en chemsex. On est très inquiet de l'arrivée des nouveaux opioïdes de synthèse, comme le nitazen, qu'on guette, qu'on sait déjà circuler en France, qui est plus puissant que les opiacés, mais à des quantités inimaginables. Et on a toutes les peines du monde en addictologie à mettre en place des traitements de substitution, parce qu'il faut augmenter les dosages de façon incroyable. Le tramadol, qui est un médicament contre la douleur, un antalgique opioïde, qui est très souvent consommé, notamment nous, en milieu pédiatrique, par les jeunes qui sont atteints de drépanocytose. Ils ont des crises douloureuses et les médecins leur donnent des antalgiques, mais aussi dans les maladies chroniques ou en post-opératoire. Et les mineurs non accompagnés utilisent le tramadol, détournent le tramadol à visée d'atténuation de leur souffrance psychique. Et donc, il faut donc faire de la prévention et questionner cet usage. Et puis, vous savez tous que le protoxyde d'azote est en pleine expansion, il y a quelques années, on voyait des capsules dans les caniveaux, qu'aujourd'hui, on trouve des bonbonnes qui correspondent à 80 à 100 fois les ballons. C'est consommé sous forme de ballon. L'intérêt, c'est les effets dissociatifs récréatifs et la grosse rigolade, mais qui va durer 2 minutes. Et aujourd'hui, dans les jeunes qu'on peut rencontrer aux urgences, on a de plus en plus de jeunes qui nous rapportent des consommations de tanks. C'est-à-dire que c'est 400 à 600 ballons par occasion. Dans les situations d'exploitation sexuelle qui nous sont rapportées par les jeunes, il y a quasiment toujours des ballons et de l'alcool. C'est vraiment la base. Et on sait qu'il y a des conséquences terribles, des complications neurologiques graves et des fois non réversibles. Et donc là, c'est une urgence à accompagner un jeune vers des urgences pédiatriques ou pas pour avoir un bilan neurologique et mettre en place un suivi. Le binge drinking. Donc là, c'est ce qu'on appelle le binge drinking, c'est l'alcoolisation ponctuelle importante sur un temps très court, plus de 5 unités d'alcool par occasion. Et les risques sont sociaux, physiques, psychologiques et notamment soumission chimique et abus sexuels. Par ailleurs, les jeunes aujourd'hui, et même les moins jeunes, quand il y a une jeune qui est en situation d'exploitation sexuelle, ils filment et après ils font du chantage à la mise sur les réseaux sociaux des films qu'ils ont faits de l'agression sexuelle avec atteinte à la réputation des jeunes. Alors, la particularité de cette génération, de la génération des jeunes d'aujourd'hui, c'est l'omniprésence des écrans et des réseaux sociaux. On a besoin de légiférer sur l'accès aux réseaux sociaux de nos enfants et surtout d'informer et de faire de l'éducation des parents. Parce que la prévention des préventions, c'est d'informer les parents et de les inciter à eux-mêmes lâcher leurs écrans, parce qu'en fait, les enfants, ils ne font que reproduire ce que les adultes font autour d'eux.
Et donc, il y a un impact scolaire, des performances cognitives, et puis sur la santé physique, on a des surpoids, des myopies, des fatigues, et tout un tas de problématiques somatiques. Donc, on est confronté à tout ce qu'on a vu tout à l'heure, et avec donc le lien avec les addictions et l'exploitation sexuelle, la pénalisation de la prostitution est trop peu connue. Et là, je rejoins Roxana sur la nécessité d'aller informer les magistrats sur les moyens quand même pénaux. Mais il faut qu'il y ait une information générale de la pénalisation des acheteurs de prostitution. Parce que nos petits patients en situation d'exploitation sexuelle, il y a des gens qui consomment. Et donc, on est dans un contexte mondial qui est marqué par des niveaux de production de drogue jamais atteints. Et on voit l'évolution et la féminisation et le rajeunissement des réseaux de proxénétisme qui sont interpénétrés par les réseaux de vente de stupéfiants. Et il faut aussi que ceux qui s'occupent de proxénétisme s'intéressent aussi à ce qui se passe au niveau des réseaux de vente de produits psychoactifs. La problématique est vraiment protéiforme quand on s'occupe et qu'on voit un jeune ou une personne arriver. Bien sûr qu'on va prendre en charge tout l'axe social, mais aussi l'axe de la santé mentale, la santé émotionnelle, les croyances. Il y a une grande dimension culturelle à prendre en compte. Et la dimension sociale, bien sûr, les relations interpersonnelles, le dynamisme du soutien social autour et les facteurs socio-économiques sont à prendre en compte. Là, je vous ai mis cette grosse synapse qui, vous voyez, ce schéma date de 99, mais là, elle mérite d'être assez parlant. Ce sont les circuits dopaminergiques sont communs à toutes les addictions. Et ce qui va permettre l'accès au bien-être, à la motivation et l'accès au plaisir naturel, c'est la libération de dopamine. Or, cette libération de dopamine, elle peut être activée par des situations de violence avec sécrétion de cortisol qui augmente la dopamine dans la synapse et qui permet l'accès au bien-être. Un jeune, un enfant qui a été vulnérabilisé par un contexte de violence conjugale a un taux de cortisol au plafond et quand enfin il est en situation de sécurité, il va se retrouver en manque de dopamine, puisqu'il aura beaucoup moins de cortisol. Et il va aller chercher à se mettre en danger pour à nouveau remonter son cortisol, de façon à activer la libération de la dopamine. Mais vous voyez que sur ces cellules qui rentrent dans l'axe dopaminergique, il y a des récepteurs à toutes les drogues. Et toutes les drogues ont leur pendant physiologique, les endorphines. Les gamins qui font du sport de haut niveau synthétisent des endorphines. S'ils se blessent, ils vont être en manque d'endorphines et ils vont aller chercher à rebooster leur système dopaminergique. Et puis, il y a un impact direct au niveau de la cellule, de la synapse, donc de ce petit truc-là, avec la nature ayant horreur du vide, la dopamine qui est libérée dans la synapse, elle re-rentre dans la synapse pour être recyclée et à nouveau stimuler l'axe dopaminergique. Et on peut bloquer ce
petit système de recapture de la dopamine directement avec les jeux vidéo, les amphétamines, l'ecstasy, la cocaïne, le cannabis, et il y a encore tout ce qu'on ne sait pas. Une des vulnérabilités à l'adolescence, ça va être aussi les troubles du neurodéveloppement. Et dans les troubles du neurodéveloppement, on a le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Docteur Perret, Oui, Docteur c'est trop Perret, long. Ouais. désolé, je me permets parce que du coup, la DGOS a une autre séquence à midi et on a encore Ruel. Donc, si D'accord. vous pouviez peut-être J'active. conclure, comme ça, J'active. Ruel pourra avoir une quinzaine de minutes. Tout Ce à fait. serait parfait. Donc, Merci beaucoup. il y a un fort lien dans la vulnérabilité avec les psychotraumatismes. Ne pas oublier donc les troubles du neurodéveloppement. Orienter les patients sur les recherches des troubles du neurodéveloppement, connaître les structures de soins en addicto, et notamment pour ce qui concerne les mineurs, ce sont les consultations jeunes consommateurs. Vous allez sur le site de la MILDK et vous avez accès à tous les réseaux de santé d'addicto. Et les prises en charge, bien sûr, sont pluridisciplinaires. On va avoir affaire à tout ça. Et nous, à Robert Debré, on avait mis en place une petite expertise avec les mineurs non accompagnés grâce à une convention avec la PJJ. On a dégagé des outils, des alertes d'identité, des alertes sanitaires. On a mis en place des réunions. Et puis, en 2018, on a vu arriver des situations d'exploitation sexuelle. Et on a créé donc des petites réunions avec des associations, notamment la CPE et Hors la rue. Et on a mis en place un groupe avec aussi le réseau Satouk. On a mis en place des réunions ville-hôpital et donc c'est le plus important si vous voulez augmenter vos compétences. Vous avez la possibilité de visionner ces séances qu'on a mis en place qui sont primordiales. Voilà, je vous remercie et je suis prête à répondre aux questions. Et je suis désolée d'avoir été trop longue. Non, merci Dr. Frey, il n'y a aucun souci, c'était extrêmement intéressant. On pourra prendre des questions, enfin il y a des questions sur le chat déjà, puisque notre secrétaire générale adjointe Cécile Mantel est présente aussi sur le chat pour répondre aux questions, elle le fait déjà, elle l'a fait tout au long de la séquence. Du coup, Madame Lavaux-Legendre, je vous invite à prendre la parole, je vais partager votre PowerPoint Oui. avec tout le monde, et voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, merci pour votre invitation. Donc, effectivement, je vais préciser, vous pouvez avancer sur le diaporama d'où je parle. Donc, je suis présidente de l'association Ruel et je suis effectivement également, ça a été évoqué, chercheur au CNRS et spécialiste de la traite des êtres humains transnationales, mais aussi des formes d'exploitation sexuelle des mineurs. Donc, je vais vous présenter plus précisément Ruel maintenant. Ruel est une association qui a été créée il y a 14 ans, qui a pour objet d'accompagner les victimes de formes graves d'exploitation. Donc, ça a été évoqué déjà à plusieurs reprises, les formes d'exploitation envisagées, que l'on pense à l'exploitation sexuelle des femmes ou des hommes. Ne les oublions pas, c'est un sujet sur lequel il semble qu'il faille être vigilant, beaucoup plus vigilant que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Exploitation des femmes donc, et des hommes mineurs et majeurs. Des profils quand même très très différents au sein de l'exploitation sexuelle, exploitation domestique, jeunes en situation de délinquance forcée, possiblement des mineurs non accompagnés, mais pas uniquement, des jeunes mineurs qui peuvent être exploités aussi par leur famille dans la délinquance forcée, souvent des jeunes originaires des Balkans, des hommes, plutôt des hommes, mais pourquoi pas des femmes aussi, en situation de travail forcé, notamment dans le secteur de l'agriculture, du BTP, de la restauration, des jeunes, des moins jeunes en situation de mendicité forcée, la délinquance, je l'ai déjà dit. L'objet de Ruel, donc, c'est d'accompagner ces personnes victimes d'exploitation, mais c'est aussi de former les professionnels et de sensibiliser le grand public. Je vais continuer avec quelques cas particuliers. Madame Maracineanu a déjà évoqué pas mal de choses, mais je vous donne juste quelques profils un peu types pour essayer que vous puissiez connecter ce dont on parle ce matin avec des situations que vous avez peut-être rencontrées.
Dans le travail forcé, on a un gros sujet. Alors nous, on est en Gironde, mais on n'est pas le seul territoire touché par cette problématique. On a un gros sujet avec des hommes maghrébins, notamment marocains, qui peuvent être exploités dans l'agriculture après avoir acheté un contrat de travail. Donc, ils achètent un contrat de travail 12 000, 15 000 euros sous le prétexte de pouvoir migrer légalement. Ils pensent qu'ils vont pouvoir travailler. Et puis, pour certains, à leur arrivée, ils vont effectivement travailler, mais en revanche, ils ne seront pas payés. Ils n'auront pas toutes les conséquences associées au contrat de travail. On trouve évidemment cette situation dans d'autres territoires avec une importante activité agricole. Pour l'esclavage domestique, je retiendrai l'exemple de femmes congolaises, d'Afrique, en tout cas d'Afrique francophone, qui vont être recrutées pour venir aider quelqu'un de la famille ou pour venir aider une connaissance pour garder les enfants, puis qui en fait vont se retrouver très vite enfermées dans la maison dans laquelle elles travaillent. Plutôt des femmes, là encore, mais il ne faut pas rester figé sur ces représentations de se dire l'esclavage domestique, c'est des femmes. Il y a aussi des situations avec des hommes. Les femmes françaises, les jeunes françaises en situation de prostitution, on en a en partie parlé précédemment, je ne reviendrai pas dessus, même s'il y aurait évidemment plein de choses à dire là-dessus. Des hommes bulgares, j'ai en tête un homme bulgare exploité sexuellement, je fais exprès de retenir cet exemple, là encore on n'y pense pas forcément quand on voit un homme, de se dire qu'il peut y avoir de l'exploitation sexuelle, et pourtant on a des exemples très, très précis en tête, ou de mineurs roumains exploités dans la mendicité. Là encore, je vais dans des clichés forcément, mais l'idée c'est aussi de montrer que du cliché initial qui est peut-être le vôtre, on peut faire un pas de côté, où on peut penser à des choses auxquelles on n'avait pas pensé initialement. Je vais continuer. On a fait il y a quelques années un travail avec Ruel pour essayer de mieux comprendre le profil de ces personnes. Je vous le présente très très rapidement parce que en tant que professionnel de terrain, ça peut être utile pour vous quand même d'avoir quelques éléments de compréhension du profil de ces personnes. On a défini 5 profils de vulnérabilité de ces personnes. On repère le profil qu'on a appelé précarité. En gros, c'est des personnes qui ont une importante précarité économique ou administrative préalablement à leur recrutement et à leur entrée dans l'exploitation. Et c'est du fait de cette précarité qu'on peut repérer qu'ils ont été vulnérables et qu'ils se sont laissés embarquer dans une situation d'exploitation. On peut avoir des personnes, on a qualifié ce profil de déséquilibre. Il y a une situation stable, sans trop de difficultés, puis il y a un déséquilibre du fait du décès d'un des parents, ou du fait, si on intégrait les mineurs victimes d'exploitation sexuelle, ou du fait possiblement d'un événement traumatique subi dans le contexte familial ou hors contexte familial. Et cet événement va déséquilibrer une situation qui semblait stable antérieurement et va provoquer tout un ensemble d'effets de chaîne qui va conduire à la situation d'exploitation. On a des profils qu'on a qualifiés de soumission, là pour être très... Là encore, je vais procéder avec énormément de raccourcis, mais c'est un profil qu'on peut rencontrer chez des femmes victimes de violences conjugales qui se sont construites avec un mode de relation qui fait qu'elles sont très soumises et que du coup, elles acceptent énormément de choses qu'elles n'auraient jamais dû accepter pour protéger leurs droits fondamentaux. On a un profil qu'on a qualifié émancipation, c'est-à-dire que là, on ne voit pas de facteur de vulnérabilité identifiable facilement, mais on a des gens qui veulent s'en sortir, qui veulent aller plus loin, qui veulent migrer pour avoir une vie meilleure, et alors même qu'ils n'étaient pas particulièrement vulnérables, ils vont tomber dans des pratiques criminelles, enfin subir des pratiques criminelles. Et on a un profil d'hommes désocialisés, souvent européens, ce qu'on appelle des trimarches, j'y reviendrai, c'est des profils que vous pouvez rencontrer notamment dans les passes, mais ailleurs aussi. Des hommes possiblement sortant de prison, sortant d'hôpital psychiatrique, des hommes à la rue en SDF, des personnes sans domicile fixe, qui vont être recrutés à proximité des gares possiblement par des gens qui ont besoin de main-d'œuvre et qui vont venir les chercher. Et ceux qui recrutent peuvent être des gens du voyage, des gens appartenant à la communauté des gens du voyage, qui vont avoir l'habitude de recruter de la main-d'œuvre comme ça quand ils ont besoin, mais cette main-d'œuvre, elle est exploitée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas payée, elle est logée dans une caravane au fond du camp, par exemple, ou dans une caravane sur la propriété viticole, on a eu ça aussi, sans accès à l'eau, sans possession de ses papiers d'identité, sans accès à l'électricité, elle travaille et ce n'est pas elle qui récupère le fruit de son travail, donc on est bien dans des situations d'exploitation. Donc vous voyez, derrière la catégorie victime de traite, on a évidemment plein de nuances à faire, on est obligé d'aller beaucoup plus loin pour essayer de comprendre le profil de ces personnes. Je vais continuer. Ce qui caractérise ces publics, ça a été dit un petit peu, je le redis très très rapidement, c'est que ce sont des publics qui ne sont pas en demande, qui ne parlent pas,
pourquoi ils ne sont pas en demande, pourquoi ils ne parlent pas. Bon, c'est l'énorme difficulté d'identification et c'est la difficulté à laquelle vous êtes confrontés en tant que professionnel dans les structures de soins et à laquelle on est aussi confronté. Ce n'est pas parce qu'on est une association spécialisée que les gens nous parlent plus facilement. Pourquoi ils ne parlent pas? Parce qu'ils sont isolés et ils sont dépendants et ils peuvent aussi être aux prises avec des problématiques psychologiques, voire psychiatriques du fait d'un psychotrauma ou d'autres pathologies aussi. Ils peuvent être dans des relations d'emprise. Donc, c'est des personnes pour lesquelles la parole est vraiment verrouillée et je vais développer un tout petit peu cette question de l'isolement et de la dépendance avec la diapo suivante. L'isolement, il peut venir de beaucoup de facteurs différents. Il peut venir du fait de la migration. Quand on migre, évidemment, on coupe ou en tout cas on prend des distances avec ses attaches dans le pays d'origine. Ils peuvent venir l'isolement dans le pays de destination du fait du caractère illégal de la migration, du fait de la situation irrégulière sur le territoire. Quand on n'a pas de papier, évidemment, on est moins en capacité d'aller solliciter des acteurs étatiques, de franchir la porte d'une gendarmerie parce qu'on se dit que je vais me faire arrêter, ou d'aller franchir la porte pour prendre des cours de français parce qu'on se dit que je n'ai pas le droit de prendre des cours de français parce que je suis sans papier. Et puis évidemment, cet isolement, il résulte très directement des pratiques criminelles mises en œuvre avec la soustraction des papiers d'identité, l'interdiction de sortir dans certains cas, notamment pour les esclaves domestiques, un discours qui dit si tu vas dans la rue, tu vas te faire arrêter par la police et renvoyer dans ton pays. Voilà, beaucoup de facteurs qui conduisent à l'isolement et ça conduit aussi des publics qui sont très dépendants de ceux qui les exploitent, qui leur fournissent le gîte, le couvert, qui leur fournissent aussi un peu d'empathie, un peu de relations humaines. Ces personnes qui ont migré sont souvent très reconnaissantes à l'égard de ceux qui les ont aidés à migrer et celui ou celle qui les a aidés à migrer sont considérés comme un sauveur, même si c'est lui en même temps qui exploite. Et ça, c'est très, très compliqué à déconstruire. Et je vais continuer en vous parlant plus précisément du travail fait par Ruel avec les PASS et avec ses partenaires. Mais c'est vraiment important de comprendre ces paramètres-là pour comprendre la spécificité du public dont on parle. C'est un public qui n'est pas en demande parce que c'est un public qui a l'impression qu'il sera toujours mieux protégé par celui qui l'exploite que par les institutions étatiques. Et on va passer sur la diapo suivante. Et nous, on a eu une jeune, là, il n'y a pas longtemps, qui nous a dit ça. Je ne sais pas là que c'est marqué, mais ce n'est pas grave. Elle nous a dit moi, je suis mieux protégée par mes proxénètes que par vous. Et elle avait, à certains égards, malheureusement, c'est un peu violent ce que je vais dire, mais elle n'avait peut-être pas tout à fait tort. C'est-à-dire que le proxénète, il lui fournit le gîte, le couvert, elle sait où elle va dormir, elle sait il lui propose quelque chose de contenant, si on peut dire ça comme ça. Et nous, quand on l'a reçue, cette jeune, elle avait juste 18 ans, on lui a dit, ben là, tu vas être hébergée pendant 2 jours à cet endroit-là, mais dans 2 jours, l'hébergement prendra fin, mais t'inquiète pas, on va s'occuper de toi, on va trouver un autre hébergement, et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais on n'était pas si sécurisant que ça, on a réussi à maintenir le lien, heureusement, ça s'est bien passé, mais vous voyez bien que finalement, le proxénète, il n'y a pas de doute. Le proxénète, quand il dit je t'héberge, il l'héberge, là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Alors, ces faits, ils sont très difficiles à identifier, et là, j'en arrive plus directement à votre travail et à notre travail en commun. Pourquoi ils sont difficiles à identifier? Parce qu'il y a un décalage considérable entre le discours tenu par les personnes exploitées et par les auteurs de l'exploitation et la réalité qu'on observe. Et vous, quand vous avez les personnes en face de vous, elles vous disent ben, « moi, ça va très bien, je n'ai pas de difficultés, je ne demande rien, vous inquiétez pas, je n'ai pas de besoin particulier ». On a eu cet exemple avec un homme, il y a 4-5 ans, un homme hospitalisé à plusieurs reprises. En fait, c'était un monsieur, ce que j'ai appelé tout à l'heure un trimar, un monsieur français qui avait été exploité par les gens du voyage, qui était logé là dans la caravane au fond du terrain, au fond du campement, et qui un jour s'est pris une branche dans l'œil, mais une branche très gravement, enfin, il s'est crevé l'œil avec une branche. Comme ils n'ont pas voulu l'emmener à l'hôpital tout de suite, ça a eu des conséquences évidemment tout à fait très graves. Bon, évidemment, il a perdu son œil, mais surtout, ça s'est infecté. Il est passé par l'hôpital à 2 reprises, ce monsieur, et ce n'est qu'à la 3e hospitalisation que l'assistante sociale de la PASS a contacté Ruel en disant « il y a un truc qui ne va pas, est-ce que vous pourriez venir rencontrer ce monsieur ?» Pourquoi les médecins et la PASS n'avaient pas identifié la situation d'exploitation? Ce n'est pas parce qu'ils ont été nuls, parce qu'ils étaient idiots, etc. C'est parce qu'en fait, c'est le monsieur qui l'accompagnait qui avait expliqué que la victime était complètement très limité, qu'il ne savait pas trop bien parler français, et c'est lui qui avait pris les choses en main. Et du coup, il avait donné sa propre identité, l'auteur de l'exploitation, avec sa propre carte vitale. Et en fait, les médecins avaient été préoccupés évidemment par l'état de la victime,
mais il n'y avait eu aucune demande sociale qui avait émergé et finalement, il était passé au travers des mailles du filet. Et c'est la 3e fois que l'assistante sociale de la PAS a perçu qu'il y avait un truc quand même qui n'était pas normal dans ce monsieur qui disait jamais rien et qui disait toujours je m'en réfère à celui qui m'accompagne et qui m'aide, et que elle a réussi, cette professionnelle, à identifier qu'il y avait autre chose qui se cachait derrière cette prétendue entraide. Et a posteriori, quand on a pu reparler avec la victime, qu'on lui a dit mais pourquoi vous n'avez pas dit quand même qu'il se passait des choses graves, il dit mais moi j'avais qu'une trouille, c'était qu'on me mette à la porte. Celui qui m'exploite, lui, il ne parle pas comme ça, mais qu'il me mette à la porte. Et donc, son but, c'était surtout de ne pas faire apparaître qu'il y avait des choses graves qui se passaient. Autre élément, ce n'est pas exemple, hein, c'est une erreur dans mon PowerPoint, autre élément qui explique la difficulté à identifier, et ça a été évoqué précédemment aussi, c'est le contexte culturel spécifique. On va se dire, cette personne, elle vient de Roumanie, après tout, ça a été évoqué, une grossesse à 13 ans, c'est peut-être normal, après tout, pourquoi pas. Ou alors des enfants qui m'ont dit, dans ces peuples-là, ça se fait souvent. Attention, les droits de l'homme, enfin les droits sont les mêmes en France sont les mêmes pour toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire français, et il faut faire attention à ces représentations. Et puis, il y a aussi des pratiques culturelles qui existent, mais qui sont détournées à des fins criminelles. Je pense notamment aux pratiques de confiage. Mais je ne vais pas le développer parce que je n'ai pas le temps. Donc, je passe à la diapo suivante. Vous regarderez confiage si ça vous intéresse. Excusez-moi de sauter un peu les étapes. Alors, voilà, je l'ai dit, les besoins de ces personnes, c'est qu'elles se sentent mieux protégées finalement, bien souvent, par les auteurs de l'exploitation que par les institutions du pays d'accueil. Et donc, pour faire contrepoids face à ce sentiment des personnes que les institutions sont bien incapables à les protéger par rapport à ceux qui les exploitent, il y a nécessité de mettre en place un très important maillage entre les acteurs pour créer un contexte contenant et protecteur. Et c'est là que, directement avec les PAS, sur la diapo suivante, on a mis en place un partenariat avec les PAS de la Nouvelle-Aquitaine depuis 2023, et on organise régulièrement, 3 fois par an, je crois, des sessions de sensibilisation à destination des professionnels qui travaillent dans les PAS. On en a fait à Mont-de-Marsan, à Pau, à Bordeaux, à Agen, à Poitiers, à Angoulême, à Limoges. Vous voyez, on a couvert la Nouvelle-Aquitaine. On a formé plus de 177 professionnels sociaux, des secrétaires, des cadres socio-éducatifs, des sages-femmes, des cadres de santé, des médecins. Et grâce à ce travail de partenariat, les professionnels des PAS peuvent réagir très vite quand ils identifient une situation suspecte et nous appeler. Et là, on va pouvoir essayer d'approfondir en partenariat avec les professionnels un travail d'identification. Je vais passer à la diapo suivante. Et le but, donc, c'est d'identifier les victimes de traite. Et suite au signalement qui va nous être fait, soit on va poser quelques questions et on va se dire ça ne relève pas exactement de notre problématique, et en partenariat avec la PAS, on va voir si on peut réorienter peut-être vers un autre acteur, soit on va identifier que ça relève de notre problématique et on va se déplacer pour rencontrer la personne dans la mesure de nos capacités en termes d'éloignement. Mais on est allé là, il y a 2 ans, on est allé identifier une victime sur Pau qui était vraiment effectivement dans ces problématiques-là, et on va mettre en place un accompagnement, et cet accompagnement, il va être très pluridisciplinaire, effectivement, puisque vous l'avez compris, quand on n'a plus de papier, pas de possibilité de parler la langue, qu'on est complètement isolé, complètement dépendant, et c'est pour ça que j'ai tenu à parler de l'isolement et de la dépendance. Quand on est à ce point dépourvu de toute ressource et de tout lien social pour trouver de l'entraide, il va falloir mettre en place des choses très protectrices, très contenantes pour faire contrepoids face à toute cette contenance et à cette protection qui aura été mise en œuvre, protection avec des guillemets bien évidemment, qui ont été mises en œuvre par les auteurs de l'exploitation. Et donc, nous, on va travailler avec beaucoup d'acteurs pour essayer de créer ce maillage autour de la personne. Et donc, sur la diapo suivante, on va voir quelques exemples. Je vous ai parlé de ce monsieur donc, que j'ai appelé un trimar qui avait été, enfin, c'est pas le même, c'est un autre trimar d'ailleurs, mais qui a été déposé à l'hôpital par celui qui l'avait exploité, qui voulait s'en débarrasser parce qu'il expliquait que le monsieur était trop vieux. Ça, on l'a su après coup, évidemment. Le monsieur était trop vieux, il était plus rentable, donc il a posé à l'hôpital en se disant, là, au moins, il sera pris en charge. Et du coup, moi, je m'en débarrasse parce que je ne le récupère pas à l'issue. La PAS a appelé Ruel, on l'a rencontré, on l'a accompagné. Alors, j'accélère, hein, parce qu'il faut quand même, bien souvent, plusieurs rencontres pour arriver à créer le lien de confiance et à ce que la personne se confie. Elle ne se confie jamais, c'est même presque bizarre si elle se confie trop vite. Elle ne se confie jamais du premier coup. On l'a accompagné vers un dépôt de plainte, on l'a accompagné à l'accès à un hébergement via le 115,
On a travaillé avec la NDSI pour l'accès aux prestations. Une curatelle a été mise en place. On l'a accompagné dans sa procédure. Il a eu accès à un avocat. Donc ça va prendre au moins une année, mais il y a 3 mois d'accompagnement très rapprochés qui sont très importants et très chronophages pour essayer de mettre en place toutes les choses qui sont nécessaires. Une autre personne, c'était encore une Française, j'ai pris des exemples avec des Français, donc cette jeune de 18 ans avec une situation de prostitution, un état de santé très dégradé et une situation familiale tellement dramatique qu'aucun soutien n'était possible de ce côté-là. Elle avait un contrat jeune majeur qui avait été rompu parce qu'elle avait pas fait ce qu'il fallait, elle avait bien fait sauter le cadre. Donc cette jeune-là, on a pu l'accompagner de façon satisfaisante. Un homme marocain, suite à un accident de travail, travaillait dans une boulangerie, il s'est coupé le doigt avec une machine et il a été... C'est souvent dans ces situations d'urgence un peu extrêmes que les passes sont sollicitées. Il a été pris en charge par les urgences parce qu'évidemment, il avait son doigt coupé, il fallait faire quelque chose. Et on a pu l'accompagner par la suite pour identifier la situation d'exploitation. Donc, dans une boulangerie, là encore, ce n'est pas forcément ce à quoi on pense en premier lieu. Et je continue avec la diapo suivante. Voilà. Bon. Il m'en manque une, mais c'est pas grave. Il m'en manque une, mais ou alors je ne l'ai pas mise, c'est pas grave. Ben voilà, vous avez des contacts. Comme je sais que le temps est très court, je m'interromps, sauf si... Voilà. Merci beaucoup, Madame Lavaux-Legendre. Merci pour cette présentation et un grand merci à la docteure Emmanuelle Perret également. Merci à toutes et à tous d'avoir été, de nous avoir écoutés. Et, un grand merci à la DGOS parce que du coup, oui, on a dépassé le temps. Vous avez nos adresses mail, donc n'hésitez pas à nous contacter pour faire suite aux échanges et si vous avez des questions surtout. Et du coup, de toute façon, nous, on restera, comme le disait la secrétaire générale de l'EMIPROF, en lien avec vous. Vous allez avoir les supports PowerPoint, parce qu'effectivement, il y avait aussi beaucoup de figures, beaucoup de technicité, donc vous pourrez les regarder à tête reposée. Et on reste à votre disposition, voilà, pour s'il y a besoin d'outils, de fiches réflexes par la suite, on est à votre disposition. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.